Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le dernier récap de cette année 2019 et cette semaine on va parler de la reconnaissance faciale qui arrive en France et inquiète, des changements à venir pour 2020, de Fukushima, de la grève et de la Syrie. Et on commence donc avec un point sur la situation en Syrie où depuis le 16 décembre, les troupes du président syrien Bachar el-Assad, soutenues par l'aviation russe, bombardent la province d'Idleb dans le nord-est du pays. Cette province est située à la frontière avec la Turquie et la dernière à échapper au régime syrien qui contrôle aujourd'hui plus de 70% du territoire syrien. La province bombardée est dominée principalement par les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham, mais le problème c'est que cette province compte plus de 2,5 millions de civils. Résultat, près de 235 000 personnes ont dû se déplacer selon l'ONU et une centaine ont été tuées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Beaucoup de familles se rendent à la frontière turque mais impossible de passer. La Turquie a déjà accueilli plus de 3,6 millions de réfugiés syriens et refuse désormais d'en accueillir davantage. Face à cette situation, le président américain Donald Trump a demandé à la Russie, la Syrie et l'Iran, qui sont tous les trois alliés, d'arrêter de tuer des milliers de civils innocents dans cette province. En ciblant aussi des civils, il les accuse d'aggraver la crise humanitaire. La situation est d'autant plus urgente que la semaine dernière, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine ont bloqué avec leur veto le renouvellement du programme humanitaire transfrontalier. Jusqu'ici, ce programme permettait de livrer de l'aide aux Syriens depuis l'Irak, la Jordanie et la Turquie. Du coup, avec ce veto, la communauté internationale doit trouver un compromis avant le 10 janvier, sinon des dizaines de milliers d'habitants d'Idlib pourraient se retrouver livrés à eux-mêmes sans nourriture. Aujourd'hui, la Turquie affirme être en pourparlers avec la Russie pour obtenir un cessez-le-feu. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation chaque jour sur Instagram. La deuxième actu de la semaine concerne la centrale nucléaire de Fukushima au Japon où les chercheurs ne savent pas quoi faire des eaux contaminées. Pour rappel, ce site avait été ravagé par un tsunami le 11 mars 2011, provoquant le pire accident nucléaire après celui de Tchernobyl en URSS en 1986. La question, c'est de savoir ce qu'on va faire de l'eau qui est désormais radioactive, qui a été contaminée en refroidissant les réacteurs. Aujourd'hui, cette eau radioactive, elle est stockée sur le site nucléaire, mais d'ici 2022, les citernes de stockage seront pleines selon la compagnie Tokyo Electric Power qui gère le site. Plusieurs solutions ont été évoquées, enfouir l'eau très profondément sous terre, la diluer dans l'océan ou encore l'évaporer dans l'air. Le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie propose de libérer progressivement dans l'océan le million de tonnes d'eau radioactive. L'Agence internationale de l'énergie atomique est pour cette solution aussi, sauf que c'est impossible pour le moment car l'eau est encore très chargée en éléments radioactifs dangereux pour la chaîne alimentaire. Selon la compagnie TEPCO, l'eau a été traitée grâce à un puissant système de filtration peu dangereux pour l'environnement et les êtres vivants. Le problème, c'est que la compagnie n'a pas changé les filtres du système de décontamination assez souvent dans les premières années de traitement. Résultat, aujourd'hui, seulement 1/5 de l'eau stockée a été traitée efficacement. Le gouvernement fait étudier l'impact d'une telle décision sur l'image du pays à l'étranger. Les pêcheurs, les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement de la région et des pays voisins y sont fortement opposés, comme la Corée du Sud. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour éviter tout incident diplomatique, aucune décision ne sera prise avant les JO d'été de Tokyo en 2020. L'autre actu de la semaine, ça devient une habitude, c'est un petit point sur la grève. Ça y est, la grève de 2019 et maintenant 2020 a dépassé celle de 1995 en termes de durée. On compare souvent l'actuelle grève contre la réforme des retraites à celle de 1995 qui était contre la suppression des régimes spéciaux et la réforme de la sécurité sociale. À l'époque, le gouvernement de Alain Juppé avait fini par renoncer face à la mobilisation. Mais pour ce qui est de la grève de cette année donc, elle a dépassé les 3 semaines jeudi et pour autant, le gouvernement ne semble pas avoir envie de reculer. Niveau prévision pour ce week-end, la SNCF annonçait 6 TGV sur 10 et c'est plus que les week-ends précédents où 5 trains sur 10 roulaient. Pour rappel, les salariés ne sont pas payés lorsqu'ils font grève, mais cela dit, une sorte de mobilisation s'organise, notamment via des cagnottes en ligne. Il en existe une pour la SNCF, la RATP, etc. Mais celle qui bat tous les records, c'est celle de la CGT qui a dépassé les 1,4 million d'euros. Ainsi, 250 000 euros de cette caisse ont déjà été remis aux salariés de la RATP pour les soutenir dans cette grève. Bon, vous l'imaginez, c'est pas de quoi payer tout le monde ou quoi, mais symboliquement, c'est assez fort. Les entreprises perdent aussi beaucoup d'argent. La SNCF, par exemple, a perdu 400 millions d'euros depuis le début de la grève, selon son dirigeant Jean-Pierre Farandou. Mais le mouvement de grève fait aussi craindre une pénurie de carburant si les grévistes commencent à bloquer les raffineries. Lundi, seulement 2,6% des stations-service françaises étaient affectées par le manque d'un ou deux produits. Selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, il n'y a donc aucun risque de pénurie, seuls 2 lieux de dépôt de carburant sur 200 étaient bloqués jeudi, mais vous l'aurez compris, il faudra voir comment la situation évolue. Bref, le prochain rendez-vous entre les syndicats et le gouvernement aura lieu le mardi 7 janvier, soit 2 jours avant
une nouvelle journée de manifestation qui a déjà été annoncée. Pour la quatrième actu, je voulais évoquer les éléments qui changeront pour vous en 2020. En effet, le passage à la nouvelle année, c'est souvent synonyme de changement de la loi et du coup, voyons ce qui va se passer concrètement en 2020. D'abord, en matière d'environnement, eh bien les premières mesures anti-gaspillage vont être mises en œuvre. À partir du 1er janvier, les assiettes et gobelets en plastique à usage unique ainsi que les cotons-tiges en plastique seront interdits. Bon, cela dit, ne faites pas un scandale si vous en voyez dans les semaines à venir. En gros, un délai d'écoulement des stocks de 6 mois a été accordé, donc concrètement, ils ne disparaîtront vraiment que dans 6 mois. A noter que ce n'est que le début, puisque à partir de 2021, eh bien ce sera aussi au tour des pailles, couverts ou encore bâtonnets mélangeurs en plastique d'être interdits aussi. On en a beaucoup parlé cette année sur la chaîne, une autre mesure qui va être appliquée a priori en 2020, la promulgation étant prévue pour début 2020, eh bien c'est la procréation médicalement assistée ou PMA pour toutes les femmes. Concrètement, elle va permettre aux femmes célibataires ou alors aux couples de femmes de procéder avec un don de sperme à une PMA pour avoir un enfant. Ce sera pris en charge par la sécurité sociale et le donneur de sperme ne sera plus anonyme. Parmi les autres changements, il y a encore des hausses de prix. Je sais pas si ça vous intéresse et si vous avez l'habitude de poster des choses, mais le prix des timbres va augmenter jusqu'à 10% pour les timbres rouges. Au niveau des cigarettes aussi, comme vous le savez peut-être, eh bien le prix moyen d'un paquet de cigarettes devrait atteindre les 10 € d'ici fin 2020 et progressivement des augmentations sont prévues dans l'année. Enfin, peut-être un dernier changement qui peut vous intéresser, c'est le mode de calcul de l'aide personnalisée au logement, l'APL. En gros, à partir d'avril, eh bien le montant de l'APL ne sera plus calculé à partir de revenus perçus 2 ans auparavant, mais bien en prenant en compte les revenus des 12 derniers mois. Logiquement, ça pourrait changer le montant perçu et si vous voulez plus d'infos, eh bien je vous mets un lien dans la description. La dernière actu de la semaine, c'est donc l'arrivée qui inquiète de la reconnaissance faciale en France. Concrètement, cette semaine, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a annoncé des expérimentations dans le domaine de la reconnaissance faciale et ça a suscité beaucoup de réactions. Pour rappel, la reconnaissance faciale, c'est donc une technologie qui permet de reconnaître automatiquement un visage et donc une personne à partir d'une photo ou vidéo. Ces technologies sont déjà utilisées dans certains pays, on pense par exemple à la Chine où c'est une impressionnante surveillance de masse qui a été mise en place avec. Si vous voulez plus d'infos, eh bien je vous mets des liens dans la description. La semaine dernière, c'est 80 organisations qui avaient rédigé un appel réclamant tout simplement l'interdiction de la reconnaissance faciale sécuritaire, y compris ce qui est utilisé déjà aujourd'hui comme les portiques paraphes à l'aéroport par exemple. Plus largement, selon beaucoup d'organisations, eh bien la reconnaissance faciale risque d'entraîner une surveillance permanente et surtout invisible, un peu à la Big Brother, comme dans le livre de George Orwell 1984. Le vrai frein à l'utilisation de la reconnaissance faciale aujourd'hui, eh bien c'est un règlement voté à l'échelle européenne, le RGPD, qui interdit, je cite, l'utilisation de la reconnaissance faciale sans le consentement des personnes qui y sont soumises. Or, vous l'aurez compris, on voit pas vraiment comment ce consentement pourrait être concrètement donné dans le cas de caméras de surveillance par exemple. À toutes ces inquiétudes, eh bien le gouvernement a tenté de se montrer rassurant en indiquant être conscient des éventuels problèmes de liberté publique, mais qu'il voulait un débat apaisé. Bref, il faudra voir l'évolution de la situation, je vous tiendrai au courant. Juste un petit mot au passage pour vous remercier parce que vous êtes déjà plus de 30 000 à suivre le compte hugodécrypte.pop sur Instagram. J'évite de vous spammer avec ça au milieu des vidéos, mais pour ceux qui le savent pas, c'est donc un compte Instagram sur lequel vous pouvez recevoir les 5 actualités culture du jour. On parle donc de séries, de cinéma, de musique et de bien plus encore. Ça vient du coup en bon complément au compte principal Hugo Décrypte où là c'est plus des actualités politiques, donc pensez à vous abonner à ces deux comptes si c'est pas encore le cas. Et enfin, en bonus, vous avez aussi le compte sport avec les 5 actualités sportives du jour chaque soir. Le débat de la semaine c'est le suivant, êtes-vous favorable à la reconnaissance faciale en France? Pour participer au débat comme d'habitude c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, et puis évidemment comme d'habitude, eh bien vous pouvez en débattre dans les commentaires. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite des très bonnes fêtes, et puis on se donne rendez-vous en 2020.